Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On va perturber un tout petit peu le programme prévisionnel. On avait prévu de finir nos reviews des divisions. On devait faire la NFC West. Vous inquiétez pas, elle arrivera. Hein. On va pas oublier la NFC West de Seb et des 49ers, mais il y a eu le début de la free agency depuis lundi à 17h et Dieu sait s'il s'en est passé des choses pendant ces 2 jours. On a l'impression qu'on a vécu 3 semaines de NFL en 48 heures. Alors on ne pourra pas revenir sur tous les mouvements qu'il y a eu. Il y en a eu 80, 90, je ne sais même pas exactement le nombre. Et puis ça tombe encore toutes les minutes. Donc ce serait pendant le podcast, il va y avoir encore au moins 10 mouvements qui vont se faire. Mais on va essayer de revenir sur les essentiels. On va parler des quarterbacks, des running backs, mais aussi des autres mouvements importants qui ont eu lieu dans cette free agency, dans le début de cette free agency, parce qu'elle va durer encore plusieurs semaines. La saison NFL 2024 est officiellement ouverte depuis ce mercredi 21h, ce qui veut dire que tous les joueurs ont le droit maintenant de signer avec leurs nouvelles équipes, et ça a déjà commencé. Pour parler de ce début de free agency plus que mouvementé, mon équipe du mercredi. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes ceux. Eh bien oui, en effet, moi j'étais prêt à nouveau à chanter les louanges de mon club préféré, à demander à ce qu'on intronise Christian McCaffrey au Hall of Fame immédiatement. Et patatras, tout le monde se met à tirer dans tous les sens, tels des snipers enragés. Mais on va voir que dans ces moves, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent sacrément rebattre les cartes, alors que la saison 2024 n'est même pas lancée. On en profite tant qu'on parle des 49ers pour saluer Brock Purdy qui s'est marié, je crois, il y a quelques jours. Voilà. Ah oui, ça pousse, ça prend son envol, tu vois, c'est beau. T'as été convié, Seb ? Non, j'ai pas pu y aller, j'étais malade. C'est les croisés, les croisés, tu sais ce que c'est. Les croisés, je suis allé passer pro et toi-même tu sais. Et voilà. Et on félicite donc Brock Purdy et son épouse pour ça. Au moins il aura une bague dans sa vie, c'est déjà ça de gagner. Bertrand est avec nous aussi. Salut mon Bertrand, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir Seb. Quelle belle balle perdue, Flav, hein, pour Seb. Il a apprécié sa juste valeur, je pense. Tu as perdu pour tout le monde. Souvenir de Super Bowl 58 et peut-être même de 54 également. Hein, ça commence à en faire quelques-uns qui sont passés à côté, vous vous souvenez. Écoute, bonsoir à tous nos auditeurs qui sont plus free agent depuis qu'ils nous ont rejoints. Et d'ailleurs, en parlant de signatures, il y en a eu une paire de signatures. On se disait en off que ça a fusé dans tous les sens, que de mémoire de TF1, on n'avait pas vu ça depuis X temps ou X années. Écoute, là, les franchises nous ont fait plaisir. Les general managers se sont retroussés les manches. Et au jeu des chaises musicales, on a eu pas mal de joueurs qui ont fait des allers-retours dans tous les sens. En parlant de TFA, on vous rappelle que le tracker notamment est disponible et réactualisé très souvent. On essaye de le faire vraiment dans les minutes qui suivent la sortie de chaque info. Donc vous pouvez retrouver le tracker de la Free Agency, que ce soit sur le site de TFA ou bien évidemment sur l'application dédiée, que ce soit sur Apple ou sur Google. Voilà pour la petite info. N'hésitez pas, hein, on fait des gros articles pour les très gros moves, et le tracker qui est mis à jour vraiment, je ne vais pas dire H24 parce que généralement on prend une petite pause entre minuit et 6h du matin, mais grosso modo ça tombe quand même assez rapidement. On commence avec les quarterbacks, quelques quarterbacks qui ont bougé pendant cette free agency, trade, on va tout mettre ensemble, hein, on va simplifier la cause. Le premier, avant même lundi, à avoir choisi son équipe, c'est Russell Wilson. Russell Wilson qui a donc décidé d'aller chez les Steelers de Pittsburgh pour la modique somme d'1,21 million. Alors, tu vois, j'en discutais ce matin. En fait, on est tellement habitué à avoir maintenant, à écrire des articles où ça parle de 100 millions, de 57 millions, de 49 millions, que 1 million, ça nous semble de l'argent de poche. C'est un truc de fou. Donc, pour 1 million 20, voilà, 1 million 210 000 pour être précis, il va aller, Russell Wilson, chez les Steelers de Pittsburgh. Le reste de son contrat, les 38 autres millions, seront payés par les Broncos de Denver. Seb, c'est quand même plutôt un bon coup pour les Steelers et pour Russell Wilson que ce fit.
on en parlait quand même, les couloirs bruissaient de cette rumeur depuis un certain temps. Alors, le fait que Russell Wilson allait quitter Denver, on était quand même au-delà de la rumeur. Hein. À partir du moment où vous avez un joueur qui vend sa maison dans la ville où il est censé jouer, on peut se dire qu'il est quand même sérieusement sur le départ. Après, la question est, est-ce que c'est un bon fit ? Je pense que quoi qu'il arrive, je pense deux choses sur ce point-là. D'abord, pour Pittsburgh, c'est évidemment, quoi qu'il arrive, une grosse amélioration par rapport à Kenny Pickett. C'est indéniable. Je pense également qu'il sera quand même compliqué pour Russell Wilson de faire une plus mauvaise campagne que celle de 2022, celle écoulée la précédente, où on se demandait, soyons honnêtes, hein, si ce joueur n'avait pas touché le fond et s'il n'était pas en fin de carrière prématurée. Force est de constater qu'il a su rebondir néanmoins en 2023 dans des conditions qui ont été compliquées. Il y a eu ce benching en fin de saison. Je pense que ce club est très bien pour que Wilson rebondisse à nouveau. Et Wilson peut être très bien pour que Pittsburgh rebondisse aussi. La question, c'est est-ce qu'il peut fitter dans le système d'Arthur Smith, le nouvel offensive coordinator de Pittsburgh, parce que Arthur Smith, il aime beaucoup le gros jeu au sol, il aime beaucoup les play-action, il aime beaucoup attaquer le milieu de la défense adverse, alors que Wilson, il est beaucoup plus à l'aise quand il travaille en dehors des tackles ou en dehors de la poche. On va voir. Moi, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner, et je pense que je suis pas le seul. Sur Russell Wilson, Bertrand, est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle que ça pour Kenny Pickett ? Parce qu'on on a beaucoup parlé, on s'est dit, est-ce que finalement Kenny Pickett, il devait être dans sa 4e saison, hein, je ne dis pas de bêtises, c'est la 4e saison, je crois, de son contrat rookie. Oui, déjà. Est-ce que... Alors, on s'en a dit, voilà, Russell Wilson va le barrer. C'est un contrat d'une seule année hein, pour Russell Wilson. Il va barrer sa dernière année, sa dernière chance peut-être de prouver quelque chose. Mais finalement, est-ce que ça laisse pas à Kenny Pickett aussi une opportunité d'apprendre aux côtés de Russell Wilson, de gagner en expérience à côté d'un quarterback qui est quand même un quarterback chevronné de la NFL ? Évidemment, pour Kenny Pickett, c'est la possibilité de se retirer un peu de pression au niveau des matchs joués, apprendre auprès de Russell Wilson. Alors, je ne sais pas quel est le mentor qu'il a en lui du côté de Wilson et s'il est très pédagogue vis-à-vis des plus jeunes. Ça, on n'en sait pas trop. Mais en soi, il aura la chance d'évoluer à côté d'un quarterback qui a vécu déjà le titre de champion et deuxièmement des années assez glorieuses du côté de Seattle. Pour le coup, là, par rapport à ce que disait Sam, je suis globalement d'accord, c'est que Russell Wilson, c'est sur le système de jeu que ça va être un petit peu plus complexe. Parce qu'effectivement, Arthur Smith est assez conservateur et il a tendance justement à s'écarter de la poche, à danser pas mal parce qu'il a eu une ligne offensive à Seattle qui était assez poreuse et qui l'obligeait justement à devoir se bouger énormément. Alors, la seule chose, c'est que malgré tout, c'est que Kenny Pickett, de son côté, lui, avait eu la malchance d'avoir un coordinateur offensif, Matt Canada, un peu trop, justement, sans inspiration dans le jeu. Donc, c'est peut-être ça qui n'a pas aidé. Et de l'autre côté, cette fois-ci, on récupère un Russell Wilson qui va devoir être sous les ordres d'Arthur Smith, entre guillemets. Donc, sur une année en plus. Donc, après l'investissement du joueur, il veut rebondir, c'est sûr. Mais comment tout ça comment la mayonnaise va prendre ? Ce qu'il y a de certain, et ça c'est sûr, c'est qu'il aura déjà une meilleure ligne offensive pour le protéger du côté de Pittsburgh. Et ça, de toute façon, c'est la base même pour la réussite d'un quarterback. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, on est d'accord que c'est quasiment un contrat zéro risque, si j'ose dire. C'est un braquage. C'est un braquage. Tu le payes 1 million sur les 39 millions de son contrat. Au pire, si ça rate, au pire des cas, si ça prend pas du tout. Bon, tu te dis, les Steelers, ils n'auront pas fichu en l'air leur saison sur ce contrat-là, quoi, hein, très clairement. C'est ça, je dirais que c'est un bonus, quoi. Voilà, il réussit pas, on remet Pickett malgré tout, on réessaye, avec un autre coordinateur offensif. Il réussit, il nous fait une belle année, puis on passe à autre chose l'année suivante. Et puis, mais voilà, non, c'est un très beau coup réalisé. En tout cas, dans l'optique de la franchise de Pittsburgh et de sa saison, c'est un beau coup.
Les Steelers ont quand même des armes. Alors, on pourra en parler complètement de la free agency, mais c'est vrai qu'ils ont été recrutés notamment d'un point de vue défensif avec notre ami Patrick Quinn. C'est quand même, voilà, ils ont renforcé un petit peu les deux côtés. On va vraiment avoir une AFC Nord, on en avait parlé, hein, mais qui risque d'être. Alors, on va en rementionner notamment les Ravens juste après, un peu plus tard. Mais franchement, ça risque d'être une division qui va être. Alors, elle est déjà d'habitude assez âpre. Hein. Mais alors, en 2024, va falloir sortir les parapluies, ça va pleuvoir de partout. Hein. Ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être assez sympathique. Alors, un autre quarterback qui était. On ne savait pas trop. Est-ce qu'il était annoncé partant, pas partant? Il y a eu beaucoup de rumeurs. C'est notre ami Kirk Cousins, Captain Kirk. On a eu des rumeurs qui disaient qu'il allait rester du côté de Minnesota, après des rumeurs insistantes disant qu'il pouvait partir du côté notamment des Falcons d'Atlanta, avec sa femme qui a sa famille toujours en Géorgie, dans la banlieue d'Atlanta. Il y a eu toutes ces rumeurs. Kirk Cousins, finalement, le dimanche, je crois, a dit aux dirigeants des Vikings: je vais voir ce qu'on me propose ailleurs, grosso modo, et puis je reviens vers vous pour voir si on peut continuer à discuter. Et voilà, Tipa, que dès lundi, au bout de 2 ou 3 heures d'ouverture de free agency, qu'apprend-on? Kirk Cousins s'envole du côté d'Atlanta, chez les Falcons. Bertrand, première question. Kirk Cousins, bientôt 36 ans, chez les Falcons, est-ce que ça te semble être un bon move pour les Falcons et pour Kirk Cousins? Pour moi, en soi, c'est un bon move de la part des Falcons, pour la simple et bonne raison que avec Desmond Ridder ou Tyler Haneke, c'était une franchise qui se cherchait pas mal au niveau du quarterback, surtout Ils avaient eu Marcus Mariota il y a 2 ans quand même. C'est sûr, ils ont été sur le même pendant de saison, la même dynamique, on va dire, au niveau des quarterbacks. Et là, voilà, je pense que la franchise de Géorgie a voulu absolument se dire, on va essayer de mettre un peu de stabilité. Donc, c'est un pari. C'est un pari en soi parce que tu l'as répété sur les 36 ans et donc le tendon du talon d'Achille qui a cédé. Le retour donc du joueur en soi dans un nouvel univers. C'est pas forcément facile de s'adapter tout de suite, mais il va apporter de l'expérience, il va apporter une sécurité. Il a aussi, on va toujours parler de la base, pour moi, une ligne offensive qui est quand même qui va être là, hein, avec des joueurs comme Lindstrom, pour ne citer que lui, par exemple, en garde droit. Donc voilà, il a autour de lui aussi une équipe qui est construite maintenant, où le coordinateur offensif et le coach ont changé, donc on va partir sur autre chose, des joueurs qui vont pouvoir être développés, association avec Bijan Robinson, voilà, Drake London, grâce à Kirk Cousins, qui va peut-être pouvoir enfin se développer, puisque c'était un peu le problème qu'il y avait jusque-là, au niveau du jeu qui était développé chez les Falcons, et un Kyle Pitts qui va pouvoir aussi recevoir les offrandes d'un Kirk Cousins, donc à part l'incertitude de la blessure et de son retour en forme, on a quand même un joueur qui risque de bien fitter avec tout ça. Alors, j'ai vu beaucoup de choses sur ce trade. J'ai fouillé dans la presse américaine. Nos amis outre-Atlantique il y a 2 visions. Il y a la vision, effectivement, Kirk Cousins, c'est un quarterback aguerri. C'est clairement une plus-value par rapport à ce qu'avaient les Falcons avant. C'est ce dont a parlé Bertrand à l'instant. Mais il y a eu aussi ce côté, est-ce qu'il n'y a pas un braquage de la part de Kirk Cousins? On est quand même sur un contrat de 4 ans à 100 millions garantis. Et je dis bien 100 millions garantis. Je crois que c'est 180 millions en tout. Si je ne dis pas de bêtises, et 100 millions garantis. Donc, on est sur un contrat de 4 ans et 100 millions garantis pour un joueur qui a 36 ans bientôt et qui sort d'une grosse blessure. Est-ce que là, c'est pas finalement l'agent de Kirk Cousins qui a fait le coup du siècle? Moi, je pense qu'il a braqué la banque. Vraiment, sur ce coup-là. Tu as dit les chiffres. 4 ans, 100 millions garantis. 180 au total avec les incentives. Et on a un QB de 36 ans qui revient d'une blessure grave, qui a un bilan playoff qui est quand même pas fifou, hein, si on prend le temps de regarder. J'ai bien sûr abondé dans le sens de Bertrand. Oui, c'est une énorme progression par rapport à Desmond Ridder ou Tyler Haneke. Là-dessus, il n'y a pas de question. Mais
Ces points-là, ils méritent quand même d'être soulevés. Je ne dis pas que Cousins ne peut pas réussir à Atlanta. Je suis même certain que statistiquement, il fera une bonne saison. Est-ce que c'est la personne pour faire franchir une étape à ce club? Je ne mettrai pas forcément mon compte en banque là-dessus. Il n'y a pas grand-chose sur mon compte en banque, hein, par contre, je préfère vous le faire savoir, hein, les gars. Mais même s'il n'y a pas beaucoup, je ne le mettrai quand même pas. Tu vois, c'est ça le truc. Oui, Bertrand, tu voulais réagir? Oui, excuse-moi. Je comprends très bien ce que dit Seb et j'abonde dans son sens également vis-à-vis du joueur en lui-même. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que le très bon travail de l'agent de Kirk Cousins, c'est qu'il a toujours su rebondir par rapport à des franchises qui étaient en manque de certitude à ce poste et donc qui, entre guillemets, l'offre étant plus importante que la demande, c'était un peu du style, vous voulez chercher un joueur d'expérience qui réussit, qui fait quand même des stats, il va falloir quand même le payer. Puis bon, il a été assez malin. En plus, ça répond à des questions familiales du côté de Cousins par rapport à son épouse. Enfin voilà, on dirait que ce bonhomme, malgré des résultats moyens tout au long de sa carrière, en play-off, toujours ces histoires de il n'est jamais assez fort en prime time lors des matchs, il a toujours réussi on va dire, à tomber au bon endroit, au bon moment, avoir les contrats qu'il veut. Les Vikings, c'est pareil, ils avaient cassé la tirelire pour le bonhomme. Voilà. Oui, là, c'est ça. Déjà, lors de sa précédente prolongation de contrat, ça avait déjà été un point qui avait été soulevé avec les Vikings, où on avait dit, dis donc, ils l'ont payé quand même une certaine somme, quoi. C'était pareil. Son agent est vraiment bon. Hein. Mais il y a aussi le principe d'offre et de demande. Je veux dire, des QB vraiment de valeur sur la Free Agency, des QB starters indiscutables sur la Free Agency cette année, il y en avait combien? Bah oui, il n'y en a pas énorme. Tiens, d'ailleurs, Ryan Tannehill, on n'a pas de nouvelles. Ouais, tiens, c'est vrai, qu'est-ce qu'il devient, lui? On va en avoir 100 parler. Qu'est-ce qu'il devient, celui-ci? Il a des nouvelles qui nous appellent? Au pire, on aura des nouvelles d'ici la week 8 de la saison prochaine. C'est ça, c'est comme Joe Flacco, on va le rappeler d'entre les morts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'expérience de Kirk Cousins, il aura peut-être un temps d'adaptation un peu moins important qu'un autre quarterback plus ou moins jeune, on va dire, ou très jeune draft, ou entre guillemets deuxième ou troisième année. Et voilà, là par contre, c'est l'incertitude. Est-ce que ça va fitter tout de suite? Moi, je pense qu'avec les joueurs qu'il a autour de lui, la franchise a réfléchi comme ça, se disant, on a les joueurs autour, il nous manque juste le commandant pour pouvoir réussir. Voilà, après, est-ce qu'il va faire réussir au point d'aller assez loin et puis comme il n'y a pas non plus 36 matchs de playoffs au moment donné, des joutes importantes de janvier, voilà, est-ce que ça pourrait passer dans une NFC Sud qui est toujours, de toute manière, surtout avec les Carolina Panthers, qui risque d'être assez ouverte. Oui, après c'est vrai que ça reste un risque. De toute façon, il y a toujours ce côté blessure dont on ne sait pas comment il va se remettre, etc., etc. Maintenant, on sait que c'est aussi un quarterback qui est quand même un quarterback de talent. Il y avait nos amis de Saints France sur Twitter qui disaient que la NFC Sud était devenue l'endroit où les quarterbacks moyens étaient surpayés. Après Derek Carr, c'est Kirk Cousins. Ah bon, je n'irai pas dans une comparaison entre Derek Carr et Kirk Cousins, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question, cette vraie question-là. La question du quarterback surpayé, Dieu sait si on en a parlé. Est-ce que aussi ça répond pas aux lois du marché de maintenant, quoi? Est-ce que tout simplement ils l'ont pas payé au prix qui est celui pour avoir un quarterback accompli de 35 ans dans la NFL actuelle? Ça c'est toujours l'éternelle question. Si les Falcons l'an prochain finissent en finale de conférence, il y aura plus de débat, tu vois. Bon, s'ils finissent troisième de la division, forcément, ça amènera son lot de questionnement. C'est évident. Alors forcément, comme on n'a plus de Kirk Cousins à Minnesota, il a quand même bien fallu trouver un remplaçant à Minnesota, parce que bon, on va pas dire que Jaren Hall a convaincu tout le monde, Joshua Dobbs aurait été non plus complètement fou. Qui sont-ils allés chercher, mon cher Seb? Oh, c'est quelqu'un que tu connais un peu. Oui, c'est l'oncle Sam. C'est l'oncle Sam. C'est Sam Darnold. C'est Sam Darnold qu'ils l'ont signé. Alors, si j'ai pas de bêtises, ils l'ont signé que pour 1 an.
C'est ça, hein? Je crois que c'était à 1 an pour 10 millions de dollars. Si mes Voilà. sources sont exactes, elles sont forcément excellentes puisque je vais chercher mes informations sur The Free Agent, un Voilà, site que je recommande chaudement pour les fans de sport américain. voilà. Euh, Et donc ce Sam Darnold, est-ce que c'est pas finalement, sans vouloir lui manquer de respect bien évidemment, mais un peu un pansement sur une jambe de bois? euh, La question que je me pose, c'est quelle est leur intention avec Sam Darnold? Je comprends qu'ils avaient besoin d'un QB qui avait un petit peu d'expérience dans l'effectif après le départ de Kirk Cousins. Je crois d'ailleurs qu'il a été signé très rapidement après Ah que oui, c'était dans la même journée, ouais. voilà, et de Cousins ait été officialisé. Parce que comme tu l'as rappelé, le rookie Jaren Hall, pardon, c'était trop juste. Nick Mullens, c'est Nick Mullens. Donc, le but, c'est quoi? Est-ce que c'est d'en faire le titulaire ou est-ce que c'est de le mettre en compétition avec Jaren Hall? Ce que j'ai quand même du mal à croire qu'on va en Sam Darnold un mentor qui va aider un rookie, enfin, deuxième année, à se développer. C'est un move qui m'intrigue. Je suis très hésitant vraiment entre me dire que effectivement c'est du mercurochrome sur une jambe de bois comme aurait dit Coluche, ou si il est là pour faire le 11e sur le terrain. Une fois de plus, sans lui manquer, c'est un petit peu quand même, là je suis manque de respect. On C'est pas puisse- notre intention. C'était pas notre intention première. Voilà, c'est à l'insu de mon plein gré. On puisse. Alors, il n'a pas été vraiment sollicité à San Francisco. J'ai envie de dire tant mieux parce que ça veut dire que le starter est resté en bonne santé toute la saison. Quand tu as quel que soit le club, quand tu as un quarterback starter indiscutable, tu n'as absolument pas envie de savoir qui est son remplaçant. Tu n'as pas envie de le voir sur le terrain. Parce que ça veut dire qu'il y a une catastrophe qui s'est produite. Ou alors, ça veut dire que tu es en 17e journée, enfin en week 18, et Voilà, que tu es déjà qualifié. tu peux laisser filer s'il le faut. Ou alors il a du dossier sur un membre du staff de la franchise et au final il dit non, tu le fais jouer parce que non, c'est trop de choses sur moi. Donc Non, mais- j'ai du mal à voir là comment de cette façon Minnesota peut essayer de reconstruire. Je suis très intrigué. Par ce move. Mais est-ce que le move, ce serait pas finalement d'aller chercher un quarterback à la draft? Est-ce que finalement, ils n'ont pas été chercher Sam Darnold sur un an? Alors, ils n'auront pas le premier choix, le deuxième choix, parce qu'il faudrait qu'ils lâchent, je crois qu'ils sont 11e, les Vikings, si je Il me dis semble. pas de Alors, j'ai pas. bêtises. Je crois que c'est le choix 11. C'est bon, il faudrait que pour monter en premier ou en deuxième, il faudrait qu'ils lâchent une paire de tours de draft impressionnants. Mais est-ce qu'ils peuvent pas aller chercher le 3e, 4e quarterback de la draft? C'est pas impossible non plus. Et peut-être que le contrat d'1 an de Sam Darnold est juste là précisément pour encadrer un jeune quarterback sur 1 an, ou pour l'avoir en backup au cas où le quarterback rookie ne venait à pas performer. Voilà, il y a peut-être cette idée-là. Non, Bertrand, ça te semble complètement utopique, mon idée là? Non, pas du tout. Je pense qu'il est fort possible avec les trade-up, les trade-down qui pourrait y avoir lors de la soirée de la draft, qu'à un moment donné, Minnesota s'amuse à monter pour aller chercher un quarterback qu'ils ont scouté et à un moment donné se dire lui fera l'affaire, et que en fait c'est un remplacement, on va dire, en cas où ça tournerait mal. Bon, ou alors l'idée c'est de lui donner sa chance parce que on pense que chez les Jets il était mal entouré et qu'au final, il n'a pas foncièrement pu donner ce qu'il avait à montrer, et que les 49ers, s'ils ont été le chercher, les Vikings se disent « Ah bah tiens, c'est quand même une franchise qui, malgré tout, réussit bien, hein, malgré le failure au Super Bowl. Mais au final, je dis, peut-être qu'il a des choses à montrer, à donner, qu'on n'a pas vu, et qu'on peut donner une chance. Les deux scénarios sont possibles, à voir. Après, il est quand même commencé à être bien entouré. Enfin, je veux dire, globalement, le Minnesota a fait quelques bons investissements au niveau des joueurs qui ont été cherchés, avec Jonathan Greenard et Aaron Jones, qui pour le coup, lui en plus, arrive des Packers. Hein, ça fera plaisir à ceux du Lambeau Field. Mais voilà, tout est possible. Il y a quand même Justin Jefferson qui veut être les mains sûres pour recevoir les ballons. Il n'y a rien de mal fait. Alors justement, parlons-en de Justin Jefferson, parce que on rappelle quand même que notre ami Justin Jefferson, qui,
rappelons-le, est encore une fois en négociation de prolongation de contrat, avait mis 2 conditions, si on se rappelle bien. Oui, c'est vrai. Celui de gagner beaucoup d'argent, ça soit, mais aussi celui d'avoir des garanties sur le poste de quarterback. Alors, comment vous dire, sans vouloir encore une nouvelle fois manquer de respect à Sam Darnold, comment le dire gentiment? Est-ce que Sam Darnold donne les garanties suffisantes pour que Justin Jefferson reste à la maison? Non. Bah, on l'a déjà vu assez chonchon sur la touche, l'ami Justin. Il doit carrément être en déprime. Je suis pas sûr, en voyant cette signature-là, qu'il ait forcément sauté de joie. Et à mon avis, il a le téléphone qui commence à sonner. Le GM des Vikings a dit aujourd'hui Justin Jefferson ne sera pas tradé, il ira nulle part, machin tout. Bon, moi je veux bien, hein, mais alors il va falloir quand même expliquer quelle garantie lui ont donné pour qu'il re-signe, parce que qu'il aille nulle part c'est une chose, mais qu'il re-signe c'en est une autre. Tu vois, ils ont hypothéqué la ville, c'est pas possible autrement. Parce que ou alors ils vont faire vraiment sauter la banque et lui disant tu t'assois sur les résultats sportifs, mais par contre tu vas gagner énormément d'argent. Oui, là, va falloir vraiment donner beaucoup, je crois, parce que en plus, on sait très bien, parce qu'il l'a dit aussi ouvertement, que quand il disait qu'il voulait être rassuré sur le poste de quarterback, ça voulait plus ou moins dire prolonger Kirk Cousins, avec qui il s'entendait extrêmement bien. À la rigueur, si Kirk Cousins partait, ils auraient peut-être pu le convaincre avec un quarterback expérimenté, un Russell Wilson, quelque chose comme ça. Mais aller dire, alors on va te rassurer sur le poste de quarterback, on envoie Kirk Cousins chez les Falcons et on prend Sam Darnold. Mais bon, si tu veux, en backup, il y aura Nick Mullens. Bon, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs arguments pour convaincre Justin Jefferson. Mais on va récupérer un QB à la draft alors qu'on a le 11e choix. Voilà. Quoi. Oui, voilà, c'est pas. Il y a eu une tripotée de mèmes sur les réseaux sociaux sur la réaction pressentie de Justin Jefferson, qui était c'est assez amusant. On aurait dû faire un trade sur X avec toutes les réactions. C'était assez marrant, mais c'est vrai que on a du mal aujourd'hui à voir Justin Jefferson se dire je vais m'engager dans un projet de 3, 4, 5 ans avec les Vikings parce que même nous, on a un peu de mal à savoir où ça va aller, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, on en reparlera sûrement en fin d'émission, mais Daniel Hunter est parti aussi. Ça fait quand même des pertes assez conséquentes pour nos amis du Minnesota. Autre quarterback qui est parti lui aussi vers d'autres cieux, c'était dans un trade, lui, c'est Matt Jones. Matt Jones n'est plus chez les Patriots, et non, il est parti du côté du soleil de la Floride et de Jacksonville chez les Jaguars, non pas pour être quarterback numéro 1, ça on va tous se mettre d'accord, c'est pour être le backup de Trevor Lawrence. Bertrand, est-ce que finalement Matt Jones en backup de Trevor Lawrence, c'est pas une bonne pioche pour les Jaguars qui n'ont pas lâché grand-chose? Je crois que c'est un 6e tour de draft. Oui, c'est ça. 6e tour de draft 2024. Si, c'est une bonne acquisition de toute façon. Quand on va chercher un 15e choix de draft de premier tour par les Patriots et qui, au final, ne réussit pas sous des circonstances bien spécifiques, mal entouré, mal utilisé, éventuellement. Après, le bonhomme en lui-même n'a pas montré un caractère foudroyant, on va dire, de responsabilité ou de prise de décision bien nette. Je pense qu'à l'époque, les Patriots ont voulu refaire un schéma Tom Brady d'une certaine façon, et le monde de la NFL a malgré tout changé, et on doit passer sur autre chose. Donc l'arrivée des Jaguars, oui, je dirais c'est un QB rich, un QB que l'on met, qui va être un remplaçant, et au final, il aura sa chance si de mémoire il y a un problème avec Trevor Lawrence pour le coup. Ce qui risque d'arriver quand même, parce que faut quand même rappeler que Trevor Lawrence n'était pas non plus en fin de saison, avec quand même quelques soucis de santé, donc c'est pas impossible qu'on ait Matt Jones. C'est vrai que ça a quand même beaucoup manqué sur la fin de la saison. Trevor Lawrence, les blessures de Trevor Lawrence on en a parlé dans la review de la FC Sud, mais ont probablement coûté aussi la qualification aux Jaguars. Et peut-être qu'avec un quarterback un peu plus chevronné que ce qu'était CJ Beathard,
peut-être qu'il y aurait eu une autre issue aussi pour les Jaguars. Il faudra voir comment la mayonnaise prendra entre lui et les joueurs, mais maintenant Mac Jones dans un autre environnement, c'est toujours ça ce qu'il y a de bien dans cette ligue, c'est qu'à un moment donné les joueurs quittent un environnement où ils ne s'épanouissaient pas, et puis d'un coup il va être chez les Jaguars, et puis la mayonnaise va prendre, et puis imaginons il rentre à la place, et puis les succès s'enchaînent. Voilà, Mac Jones réussit, mais tout ça c'est de l'incertitude, mais pour le coup c'est une bonne décision, c'est une bonne acquisition de la part des Jaguars pour la suite. Ouais. Toi aussi, Seb, même avis sur les Jaguars, ça te fait un bon backup, Matt Jones, quand même? Ça fait un backup qui a déjà un petit peu de bouteille, donc bonne pioche pour les Jaguars. Matt Jones va réussir à Jacksonville? Non, ça je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi ça se produirait. On peut gloser sur plein de choses. On peut se dire que ouais, Mac Jones, c'était un 15e choix de draft et qu'il est échangé contre un 192e choix. Bon, certes, mais je pense qu'il sera mieux sur le banc à Jacksonville que derrière la ligne de New England. À noter tout de même, dans cet échange, New England avait quand même été, je trouve, assez classe, parce qu'ils ont annoncé à Jones qu'ils allaient le relâcher, et ils lui auraient demandé où il souhaitait aller pour tenter de négocier avec ces clubs vers lesquels il souhaitait se rendre. Et moi, je trouve que c'est quelque chose quand même de suffisamment rare. Ils ont voulu que le divorce se passe dans de bonnes conditions et de ne pas l'envoyer au fin fond de la Sibérie pour le punir. Je trouve que c'est bien. Alors, pendant qu'on parle de divorces qui se sont bien passés, je vais faire un pont vers les running backs juste après. Mais avant d'en venir à cette transition Suivez mon regard. Que Bertrand voit arriver, mais alors aussi grand pas aussi gros qu'un Super Bowl chez les Chiefs de Kansas City, tu vois. On s'excuse évidemment, on ne peut pas parler, encore une fois, je le rappelle, de tous les mouvements. Il y en a eu d'autres chez les quarterbacks. Jacoby Brissett, par exemple, est parti du côté des Patriots. Jameis Winston est parti chez les Browns de Cleveland. Bref. Drew Lock est arrivé chez les Giants. Bref, on a Brett Rypien qui vient de signer un contrat d'1 an chez les Bears ce mercredi soir. Bref, alors, on a de quoi faire. Hein. On en a plein des quarterbacks, malheureusement. Sinon, le podcast durera 4h30. Malheureusement, il faut quand même que tu fasses juste une aparté. On a le mangeur de main, Jameis Winston, qui a signé chez les Browns et qui a rejoint le champion des masseuses. Je viens de le signaler. Tu sais que c'est un crève-cœur pour moi. Non, mais tu as été très vite. Tu n'as pas développé. Non, je vais vite parce que c'est à peu près aussi vite que son nombre d'apparitions sur le terrain l'année dernière. Mais voilà. Si tu veux, voilà, ça me rend triste parce qu'on l'aimait bien, Jameis Winston. Et puis bon, il restera. Et bien si, on l'aime bien. Et puis il restera comme celui qui a fait marquer un touchdown à Jamal Williams alors que son entraîneur lui avait demandé de poser le genou au sol, tu vois. Et ça restera un grand moment de la saison 2023 des Saints. Et Dieu sait si on n'en a pas eu beaucoup. Donc c'est toujours, c'est un petit pincement au cœur. Mais bon, il a accumulé les contrats d'1 an. D'ailleurs, il est sur un contrat d'1 an chez les Browns. Le pauvre Joe Flacco, visiblement, comment vous dire, c'est mal barré pour qu'il soit repris par les Browns, hein, parce que bon, là, il faudrait qu'il soit en QB3 ou etc. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, il a encore une chance, Joe Flacco. C'est qu'il faut qu'il y ait les 4 quarterbacks qui se blessent comme l'an dernier, et peut-être qu'il arrivera en 5e, comme en 2023, on va savoir. Rien n'est impossible. Donc, nous parlions de divorce qui se passait bien. Et voilà que nous arrivons donc sur les running backs avec... Bon, qui je vais choisir? Pif, paf, pouf. Allez, Saquon Barkley, par hasard. Totalement au hasard. Oui, parce que c'était l'un des premiers qui a dit qu'il changeait de crèmerie. Et Dieu sait si ça s'est produit. Alors, en fait, dans le tout premier, je crois, l'un des tout premiers moves de la Free Agency, c'était DeAndre Swift qui est parti du côté des Bears. Avec les Eagles, justement. Et ça s'est passé, je crois, 13 ou 14 minutes après le début de la Free Agency, ce qui veut dire qu'il n'y avait évidemment eu aucune discussion entre DeAndre Swift et les Bears avant l'heure légale. Et
tout le monde Et- sait bien que ce n'était pas le cas. Et effet domino à partir de là, d'ailleurs. Effet domino à partir de là. DeAndre Swift est donc parti chez les Bears de Chicago. Les Eagles se sont dit, oh bah mince, il faut qu'on cherche un running back. Où va-t-on chercher? Où va-t-on? Oh Pif, paf, bah tiens, pouf. pif, paf, Pouf, pouf. pouf. Dans notre division, il y en a un, tiens. Saquon Barkley chez les Giants. Ah bah mince alors. Ah bah tiens, ça alors, ça perd l'hipelote. Alors mon cher Bertrand, Saquon Barkley chez les Eagles, ça t'inspire quoi? Saquon Barkley chez les Eagles, ça m'inspire quoi? Ça Eh bien, t'inspire déjà? en soi, je vais prendre. Globalement, je lui souhaite bon vent. De voir un peu ce qu'on a sur les réseaux Bon vent sociaux. qu'il Hein, aille très loin. de brûlage de maillot est un peu surfait. Voilà. Après, Ne en brûlez soi, jamais ce que vous avez adoré. Jamais. Voilà. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une surréaction vis-à-vis de tout ça. Oui, en fait, en soi, ce que l'on peut reprocher à Saquon Barkley, surtout, c'est d'avoir crié son amour pendant des semaines à la franchise des Giants. Qu'en soit il quitte une franchise pour aller dans une autre franchise de NFL, c'est pas le problème. Qu'il quitte une franchise pour aller chez l'ennemi juré et qui est de notoriété publique, là, c'est beaucoup plus grave en soi. Il a été, bien sûr, côté business, attiré par le gros chèque qu'on lui a mis sous le nez. C'est tout à fait normal. C'est un business, c'est normal. Le joueur veut gagner sa vie. Et tout ça, je ne dis rien là-dessus. Mais il est certain que s'il n'avait rien dit durant toutes ces années, en tout cas, et qu'au final, il s'en aille, ça fait mal, pour le coup, mais on se dit, bah voilà, c'est comme ça. Là, le fait d'en faire trop pendant X temps à propos du fait de vouloir rester, je pense que c'était maladroit, et je pense que c'est ça qui lui a été un peu reproché. Et dernière chose, je vais quand même dire aux fans des Eagles, malgré tout, qu'il se gosse d'avoir pris ce joueur, ce qui est tout à fait normal, mais on voit fleurir sur les réseaux sociaux des vidéos de lui quand il était à Penn State ou au début qu'il a commencé chez Giants. À l'heure actuelle, je veux juste leur rappeler que le Saquon Barkley de Penn State ou de début de carrière chez les Giants n'est plus le même Saquon Barkley. Les courses de 50 yards de fifou, comme dirait Seb, sans être touché et prenant le dessus sur tout le monde, c'était avant de se faire les croisés. Au moins 2 fois, si ce n'est 2 grosses blessures au genou. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite de prendre bien du plaisir avec notre renfort en défense pendant les 2 matchs de division qui vont avoir lieu. Et puis, au final, que surtout la Ligue ait la chance de voir un joueur qui pète pas mal de yards durant l'année. Mon cher Seb, je le vois, alors vous le voyez pas, parce que nous on se voit en vidéo en même temps, je le vois dodeliner. Alors, d'expérience, je sais que quand Charles, notre boss adoré à tous, dodeline, généralement c'est pas bon signe. Bon, alors, je ne sais pas quand Seb dodeline ce que ça donne, on va le savoir tout de suite. Pourquoi dodelines-tu? Pourquoi je dodeline? Moi, c'est toutes ces histoires de je suis un Giants à vie, l'amour du maillot, etc. Les gars, vous la lui avez bien faite à l'envers la saison dernière quand même, à Saquon. Et il l'a dit pendant la saison, j'ai peut-être été un petit peu gentil lors des négociations. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'a fait à l'envers aux Giants, lui aussi. Il va prendre de l'argent chez l'ennemi juré. Et comme disent les ricains, karma is a bitch. Après, on va raison garder. Du côté des Eagles, c'est peut-être beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose, parce qu'il part quand même pour 3 ans et 37,8 millions de dollars. Je n'ai pas le montant garanti, Flav, toi tu l'as. Je vais trouver ça. J'aime quand la raison arrive du côté de Seb et qu'au moins il est objectif et qu'il reste au moins dans les... Je suis toujours objectif, sauf quand on parle d'une certaine franchise de la côte ouest, mais c'est dans mon contrat. Et les Chargers. Voilà. C'est 26 la saison dernière. 26 millions garantis. Ouais, 26 millions garantis quand même sur 37,8. C'est un bon score. La saison dernière, DeAndre Swift, pour lui, ça a bien marché parce que on avait quand même bien managé ses portées. Je crois qu'il était aux alentours de 14 ou 15 portées par match et il performe quand même. Il fait une saison à milliards. Moi, je pense que pour un Saquon Barkley qui a déjà connu pas mal de soucis de blessures, qui n'a pas franchi la barre des milliards la saison passée
et qui plafonne à 3,9 yards de moyenne par portée, qui va se retrouver derrière une ligne sans Jason Kelce. Mais qui sera peut-être meilleur que la ligne offensive de l'année dernière des Giants. Des Giants, oui, certes. Je vois pas trop. Un mal. Si le but c'est d'amener du punch dans la red zone ou près de l'en-but, il y a Jalen Hurts qui fait déjà très bien le boulot dans ce domaine. Je suis un peu... Après, je comprends le move des Eagles. Ils ont leur starter qui part. Ils récupèrent a priori un running back de bonne valeur et qui en plus joue quasiment dans leur jardin. Je comprends le move. Sur sa pertinence, je suis quand même un petit peu plus réservé. Là aussi, je suis curieux de voir ce que ça donnera. Je pense qu'on est nombreux à être curieux de voir ce que ça donne. On est aussi nombreux à être curieux de voir ce que donnera le premier match entre les Eagles et les Giants, qui risque d'être assez, sympathique. Fraternel. Oui, c'est fraternel. Mon cher Bertrand, tu veux ajouter un truc? Mais niveau neutralité, parce que c'est important quand même que les fans des Eagles se rendent compte qu'on n'est pas contre cette franchise. On est là pour être aussi objectif. Je vais te dire un truc. Hein. Ni moi ni Seb ne sommes contre les Eagles de toute façon. Voilà, nous, c'est une franchise comme les 31 autres. Hein. C'est pour toi qu'il y a un problème avec les Eagles. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas moi. Seb est tout à fait objectif. Il a été censé, alors qu'il n'a rien contre les Eagles et qu'il est fan des 49ers. Mais moi, de mon côté, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que la franchise des Eagles est une franchise de pari dans leurs investissements. Howie Roseman a toujours bien managé dans ses choix. Effectivement, nous, c'est un choix qui nous semble incompréhensible vis-à-vis du montant, vis-à-vis du passif du joueur, mais ça peut fonctionner. Et ça pourrait vraiment bien fonctionner. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est ça qui nous fait peur même à nous, rivales de division, puisque c'est déjà compliqué de se faner les Eagles qui sont un cran au-dessus en ce moment. Replonger face à une équipe avec des A.J. Brown, Devonta Smith, Jalen Hurts qui joue à la course aussi, et en plus Saquon Barkley qui n'est pas trop maladroit avec ses mains à la réception. Voilà, si tout file bien, s'il n'y a pas de blessure, et si Saquon Barkley performe, ça risque de faire peur quand même, hein, malgré tout. Hein. Oui, ça c'est assez certain. En parlant de faire peur, direction les Ravens de Baltimore, qui eux ont signé. Ils se sont dit, on n'est pas fou à la course. On n'est pas, tu vois. Ouais, ça marche moyen. Voilà. On est à peine premier. C'est pas notre identité de jeu. Non. Hein. Non, on n'est pas sur un bon truc. Je trouve qu'en 2023, on était à la limite de la sous-performance. On a un quarterback qui est un peu mobile, mais il est juste MVP et il court énormément, mais pas non plus, voilà. Et donc, on va aller chercher Derrick Henry en plus, parce que mince alors. Voilà. Quand il y a du caviar, pourquoi pas en ramener une deuxième boîte, quoi. Hein, donc, allons-y pour un petit Derrick Henry. Hein, comme ça, ce sera pas mal. Derrick Henry, qui était donc agent libre après avoir fini son contrat avec les Titans, les Texans et Titans. C'est la même division avec les Titans du Tennessee. Et le voilà donc chez les Ravens de Baltimore. Seb, est-ce qu'il y aura encore des passes l'an prochain chez les Ravens? Pourquoi faire? Si on peut gagner 400 yards au sol tous les matchs, pourquoi on s'en mettra à passer le ballon? Voilà, sur le papier, c'est quand même merveilleux. On a une équipe qui a absolument tout écrasé au sol la saison passée. Meilleure attaque au sol de la ligue, 2661 yards parcourus. Et qui ajoute King Henry, qui en plus ne vient pas pour des clopinettes, 2 ans à 16 millions, 20 avec les bonus, 9 millions garantis. Ils avaient déjà apparemment tenté de le signer avant la trade deadline lors de la saison passée. Oui. Il y avait eu beaucoup de rumeurs, il n'y était pas parvenu. C'est une grosse addition à un jeu au sol qui est déjà puissant. Henry, en 2023, c'était encore 4,2 yards par portée de moyenne. Donc, certes, ça baisse, certes, ça s'érode, mais ça va être un apport qui sera plus que bienvenu. Et il y a un potentiel de double menace avec Lamar Jackson, mais à rendre fou une défense au sol. Alors, de quadruple menace. Oui, voilà. Il y a tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi qu'il se marche sur les pieds, mon cher Bertrand?
Bah moi, non, pas du tout. Là, je Il pense se que court c'était. dessus, on Alors, va dire. déjà en soi, peu importe la franchise où il est, Derrick Henry est un joueur que j'adore. Globalement, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien justement le côté très physique qu'il amène au jeu, les raffus qu'il peut faire, et voilà. Bon, après, on sent bien qu'il s'est enlisé complètement avec les Titans sur la fin, et que le cœur n'y était plus, hein, même dans la tête. Donc, au final, il n'a peut-être pas forcé le trait pour éviter de se blesser. Mais en soi, non, c'est un super move. C'est un très bon choix des Ravens, qui eux sont dans un win mode actuel, on va dire. Ils ont la capacité de pouvoir gagner le Super Bowl. Et au final, quand je disais de quadruple menace, c'est que faut pas oublier qu'avec le départ de Gus Edwards, oui, ils perdent un élément qui était quand même, voilà, qui apportait ses yards principalement, mais il y avait quand même Keaton Mitchell, Justice Hill, qui à chaque fois que l'un ou l'autre, avec J.K. Dobbins, qui avait la fâcheuse tendance à se blesser aussi, à manquer pas mal de matchs, a performé aussi parce que le système de jeu était bien fait, comme on disait, l'identité de la course avec John Harbaugh. Et au final, là, malgré tout, moi, je ne considère pas que Derrick Henry en soi soit le titulaire. Déjà par rapport à son âge, et deuxièmement par rapport au fait que je pense que John Harbaugh va être suffisamment intelligent pour utiliser tout le monde à la course, pour justement obliger les défenses à se resserrer. En plus, Lamar Jackson qui va y mettre son grain de sel, puisque c'était même lui, je veux dire, le principal artisan à la course pratiquement, dans cette franchise. Vous imaginez bien qu'après les Zay Flowers, les Rashad Bateman, pour le coup, imaginons même que Odell Beckham Jr., même si free agent reste encore une année, tout ça va s'ouvrir beaucoup plus. Non, pour moi, ça va faire peur. J'espère qu'il va rester en bonne santé, le King Henry, parce qu'il vieillit aussi, et puis il a eu quelques petits soucis au pied. Mais non, c'est un très, très bon move pour justement la quête du Super Bowl. C'est 16 millions, je crois, son contrat à Derrick Henry. 8 millions pour un quarterback de cette ampleur, même à son âge. Ça va. Je pense que c'est pas surpayé, tu vois. C'est bien payé, mais c'est pas surpayé. C'est bien payé, mais je pense que c'est le prix pour un joueur pareil. Et en effet, dans un tel comité, ça peut faire des ravages. Alors juste une chose, je me permets juste d'aparté, c'est que le seul petit souci, c'est au niveau de la ligne offensive. Ils ont perdu là quand même 2 joueurs. Enfin, il y a eu John Simpson et il y en a un autre qui était assez âgé, dont j'ai plus le nom, et sur un article d'ailleurs que vous retrouvez sur notre site, qu'on a développé sur les moves qui pouvaient être intéressants. Voilà, Ronnie Stanley aussi, il est prolongé, mais il commençait à vieillir aussi. Donc attention, quand on a moins de lignes offensives aussi, il va peut-être falloir s'inquiéter de savoir si on peut retrouver un joueur intéressant. Ça ouvre moins de brèches aussi. Donc il faudra faire attention à ça, mais sinon, si tout colle bien, c'est un bon move. Alors, on parlait des Titans du Tennessee, juste une petite parenthèse, puisque le move vient de se faire pendant l'enregistrement du podcast qui a lieu chez nous le mercredi soir. Mason Rudolph vient de signer chez les Titans du Tennessee, le quarterback des Steelers de Pittsburgh, va donc aller exercer ses talents dans le Tennessee, du côté de Nashville. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il a toujours été performant, je trouve. Ouais, voilà, c'est pas déconnant comme choix. Voilà, ça c'était pour Morgan Moses qui est parti de CD Ravens, excusez-moi. Voilà. Et pour les Titans, on a Tony Pollard aussi qui était arrivé, qui arrive en tant que running back depuis les Cowboys de Dallas. Donc voilà, ça va donner un nouveau petit coup de départ pour cette franchise de Tennessee. D'ailleurs, en parlant des running backs qui ont changé, la liste est absolument impressionnante. On va la faire très rapidement. On a donc Derrick Henry qui est arrivé chez les Ravens, Aaron Jones chez les Vikings, Joe Mixon chez les Texans, Zach Moss chez les Bengals, Saquon Barkley chez les Eagles, Austin Ekeler chez les Commanders, Tony Pollard chez les Titans, DeAndre Swift chez les Bears, Devin Singletary chez les Giants, Gus Edwards chez les Chargers. Bref, ça a été la folie. Les running backs pendant quasiment 24 heures, ça n'arrêtait pas. C'était un vrai carrousel des running backs, ça bougeait de partout. Alors on dit que c'est aussi parce que la draft running back est pas forcément folle, hein. Donc on avait beaucoup qu'on misait sur la free agency pour se renforcer sur ce poste-là. Et il y en a un dont on n'a pas parlé, que j'ai pas cité dans cette liste, et Dieu sait s'il est important quand même, c'est Josh Jacobs, qui va aller du côté des Packers de Green Bay. Oui, puisque je l'ai cité, on a l'ancien running back des Packers qui est parti chez les Vikings. Pour le remplacer,
C'est Josh Jacobs qui arrive depuis les Raiders de Las Vegas. Ça fait quand même une belle addition pour cette jeune équipe des Packers, Seb. Ça fait une très très belle addition, d'autant que tu l'as souligné, Green Bay a laissé partir le duo Aaron Jones et Jay Dillon. Il récupère en échange un running back qui est encore jeune, il a 26 ans, qui est plus complet que ne pourrait l'être Jones et Dillon. C'est presque un changement de paradigme dans la façon d'aborder le jeu au sol du côté de Green Bay. Il le signe, je crois, 4 ans et 48 millions. C'est quand même pas rien comme contrat. Il sort d'une année alors un peu plus modeste que son année 2022, puisqu'il a cumulé 1101 yards en total yards, là où en 2022 il avait cumulé 1653 yards. Je pense que c'est aussi une façon pour lui de rebondir d'une certaine manière dans une équipe de Green Bay qui est très prometteuse, dont on a souligné à plusieurs reprises la jeunesse et qui semble avoir l'avenir devant elle en NFC. Je suis persuadé qu'ils sont à une ou deux saisons de faire quelque chose de très très bien, ces Packers. Donc il se relance dans une équipe qui est sur une belle dynamique. Là aussi, un move très intéressant et qui sera à suivre. Oui, c'est vraiment une équipe qui semble aller dans le bon sens, Bertrand, ces Packers de Green Bay. On a parlé pendant cette saison 2023 de la surprise, quelque part, de voir notamment Jordan Love à ce niveau-là. Il y avait des très bons joueurs qui l'entouraient. Ils sont arrivés jusqu'en playoff, ils sont tombés, rappelons-le quand même, d'un rien face aux 49ers de San Francisco. C'est quelque chose, il a eu quelques sueurs froides ce jour-là. Voilà, on a une très belle équipe qui s'est renforcée donc avec l'arrivée de Josh Jacobs et qui s'est renforcée, et ça tu pourras nous en parler mieux que personne, aussi avec l'arrivée de Xavier McKinney. Oui. Alors moi, le très bel avenir du côté des Packers, c'est de ces NFC Nord aussi, qui pour le coup, on parlait de l'AFC Nord, qui est très compétitif. Ouais, la NFC Nord aussi, hein, ça va pas être compliqué. Elle commence à faire très très peur aussi, hein, on va pas se mentir. Donc oui, Josh Jacobs arrive, 4 ans, 48 millions. Comme l'a dit très bien Seb, sur une façon de jouer qui va être complètement différente. Et puis Xavier McKinney, oui, qui nous a quitté également du côté des Giants et qui, pour le coup, pour moi, il n'y a pas de rancœur. Je pense que du côté du board, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure si on fera une petite aparté vraiment sur quelques éléments de la free agency qui nous ont marqué. Je pense que du côté des Giants, on n'avait pas envie de mettre autant d'argent sur ce poste-là. Les Packers l'ont fait avec un joueur qui a jamais raté beaucoup de matchs, voire très très peu. Il a joué un peu avec il s'est un peu blessé à la main en faisant un peu de quad, il aurait dû éviter, mais bon, ça n'a pas empêché de performer et c'est une très belle acquisition. On est sur une franchise qui, comme tu as dit, jeunesse, bien organisée. Il y a le départ d'Aaron Jones. Il faudra voir comment tout ça va être digéré sur une autre façon de jouer. Mais non, là, pour le coup, un très, très bel avenir. Et pour le McKinney me fait beaucoup plus mal au niveau du cœur, on va dire, sur son départ, puisque vraiment, c'était un joueur que j'apprécie énormément et la production. Donc, bravo, très bon coup de la part des Packers. Déjà, te plains pas parce il aurait pu finir chez les Eagles aussi parce qu'ils étaient très, très, très insistants sur le dossier McKinney. Alors, tu aurais pu avoir la double lame Barclay plus McKinney. Cela, elle m'aurait fait beaucoup plus mal, mais par contre, un peu cher. Je pense que notre ami Mika aurait donné son avis sur ce move. Et peut-être je vais lui demander. Un petit peu cher par rapport au prix qui est payé, 68 millions sur 4 ans pour un safety. Bon, voilà, c'est toujours un peu va faire casser la banque sur ce poste-là. On a voulu être plus prudent du côté de Gotham.
par rapport à tout ça. Les Packers qui se sont aussi séparés de David Bakhtiari, qui ne jouait plus beaucoup ces derniers temps en raison notamment de blessures. Ça reste quand même un gros monument des Packers de ces dernières années qui quitte la franchise. Donc on salue quand même son nom, parce que c'est vrai que ça fait bizarre. Alors on parlait sans arrêt du retour. Quand est-ce que Bakhtiari revient? Bakhtiari revient quand? Bon, finalement, il ne reviendra pas sous les couleurs des Packers, puisqu'il a été libéré. Mais là aussi, il libère du cap space pour notamment se renforcer lors de cette free agency. C'est, à mon sens, plutôt bien vu. Les amis, on va consacrer les dernières minutes, comme l'a dit Bertrand, aux autres mouvements. Encore une fois, on ne pourra pas tous les faire, mais quelques mouvements qui vous ont plu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler, par exemple, des Texans de Houston, qui nous ont fait une free agency assez intéressante, avec le recrutement notamment de Joe Mixon et de Daniel Hunter en défense? Ah ben oui, parlons-en. Joe Mixon, intéressant dans le sens où d'une part, il arrive via un trade, et d'autre part, le jeu au sol des Texans, il a été très souvent critiqué la saison dernière. Il n'a réussi à se trouver, et encore de façon relative, que très tard dans leur saison. Et c'était le vrai point faible de l'attaque des Texans. Oserais-je dire le seul point faible. Mixon, il amène ses 1034 yards et ses 9 touchdowns au sol de 2023. Là aussi, très curieux de voir ce que ça va donner. Et puis Daniel Hunter en défense, il part pour 2 ans, 49 millions de dollars, dont 48 garantis. Mais quand on a accumulé 16,5 sacs sur la saison précédente, j'ai envie de dire que ça les vaut. Houston, il se positionne vraiment très haut sur l'échelle des espoirs 2023-2024. Ils se savent attendus au tournant, ils s'arment en conséquence, et j'ai beaucoup de peine pour les lignes offensives qui vont devoir affronter un duo Daniel Hunter, Will Anderson Jr. Ouais, et puis pour Will Anderson Jr., ça doit quand même être aussi un très très bon moment, parce que tu te dis je vais jouer à côté de Daniel Hunter, tu vois, c'est quand même un très jeune joueur, Will Anderson, il va pouvoir apprendre aussi aux côtés d'Hunter. C'est une vraie ligne défensive qui risque d'être assez costaud à jouer, Bertrand. Ah oui, de toute façon, là, pour le coup, c'est une des plus belles, si on commençait à classer, faire des classements, comme aux États-Unis, A+, B, B-, enfin voilà, celle des Texans, c'est du A+, assuré sur facture, hein. Comme on en a parlé un petit peu en off, voilà, c'est une franchise qui est bien construite, bien équilibrée, qui a su attirer les joueurs du fait d'avoir un quarterback qui a su un peu, comme à l'instar d'un Patrick Mahomes, sortir du chapeau des très belles performances dès le début de sa carrière. Donc au final, voilà, on sent que le jeu va avancer et que les joueurs défensifs qui vont venir seront très utiles pour la réussite de la franchise. Donc d'une franchise qui est passée de médiocre, elle est passée à pratiquement excellente, et avec ces ajouts-là, ça va faire très très mal, hein. Et c'est là qu'on en avait parlé pendant la review de la FC Sud, où on voit l'importance d'une bonne saison et surtout d'un climat sain au sein de la franchise, parce que ça renvoie cette impression-là chez les Texans. On a l'impression d'une bonne ambiance, d'un climat où le quarterback est bien dans sa tête, bien dans son vestiaire, le coach, même chose. Et tu te dis, ces joueurs-là, ces gros joueurs de free agency, comme Daniel Hunter, parce que c'était quand même dans le top 10 des joueurs disponibles cette année à l'intersaison, ils vont se diriger vers ce genre de franchise, parce que je suis pas sûr qu'il y a 2 ans, s'il avait été libre il y a 2 ans, il aurait signé chez les Texans, tu vois. Et c'est là que tu vois que au-delà, on parle beaucoup d'échecs, on parle beaucoup depuis le début de l'émission de millions de dollars, de machin, mais au-delà de l'aspect financier pur, il avait peut-être le choix entre 2 ou 3 franchises. Il a choisi d'aller chez les Texans, et c'est ça qui est quand même particulièrement intéressant. Et je pense qu'il en va de même pour Joe Mixon aussi, qui a dit qu'il avait vraiment envie d'aller chez les Texans. Donc voilà, ils savent très bien, ces joueurs-là savent très bien que dans les années à venir, ce sera pas facile pour les Texans, parce que mine de rien, il y a de la concurrence aussi au sein de leur division, hein. Les Jaguars vont pas se laisser faire, les Colts se sont renforcés aussi dans ce début de free agency, mais
ça reste quand même une franchise qui peut peser dans la FC sur les prochaines saisons. Et je pense qu'au moment de signer ton contrat, surtout un contrat de 2, 3, 4 ans, bah, ça joue quand même dans l'axe de réflexion. Mon cher Seb, y a-t-il un autre move dont tu voulais parler? Oh, s'il n'y en avait qu'un seul, bon, allez, Oh bah non, je peux en parler de 2, 3, nous sommes là jusqu'au bout de la journée. Le premier dont j'ai envie de parler très rapidement, c'est un move qui n'a pas eu lieu, justement. C'est Indianapolis qui re-signe Michael Pittman Jr. On avait eu ce petit débat quand on avait reviewé leur division, de savoir si la priorité c'était de re-signer Gardner Minshew ou de re-signer Michael Pittman Jr. Je penchais pour Michael Pittman Jr. Pour moi, c'est la preuve qu'Indianapolis veut retenir leurs armes à disposition pour Anthony Richardson. Et l'autre conclusion qui s'impose, c'est que je peux manager donc une franchise de NFL, et c'est quand même pas rien. Alors, je précise, juste avant que tu finisses sur Michael Pittman Jr. et que tu continues dessus, que Gardner Minshew est parti du côté de Las Vegas. Hein, exactement. Et voilà, et tu amènes de l'eau à mon moulin. Je peux diriger une franchise NFL en disant ça. À noter, vraiment, mais je pense qu'on aura été marqué par les mêmes moves. Christian Wilkins qui part à Las Vegas. Alors là aussi, il y a de la perte défensive, hein, parce qu'entre Max Crosby et Wilkins. Alors là aussi, bon courage aux lignes offensives, les gars, vraiment, cœur sur vous, parce que ça va pas être marrant quand vous allez rencontrer Miami. Las Vegas. Las Vegas, pardon. Du coup, une petite pensée pour les Broncos de Denver qui savent même pas qui va être leur quarterback encore, qui va devoir se coltiner Wilkins, Crosby 2 fois dans la saison. Qui que ce soit, paix à son âme. Mais si quelqu'un veut y aller, il peut envoyer sa candidature. Et avec ce duo, alors là aussi, on avait évoqué ça quand on avait parlé de la division de Las Vegas. Comment est-ce qu'ils doivent reconstruire? Est-ce qu'il faut se surarmer en attaque ou est-ce qu'il faut s'appuyer sur une défense qui n'a pas été trop mal la saison dernière, et construire autour de ça, s'appuyer sur les forces existantes? On a un début de réponse avec ce move, parce que ce duo Crosby-Wilkins, justement, ça va peut-être être le difference maker qu'il manquait à Las Vegas pour franchir un palier et peut-être sortir de cet océan de médiocrité dans lequel patauge cette franchise depuis maintenant trop longtemps. Et puis un autre move marquant, et alors là, attention messieurs, pas des moindres, Patrick Quinn, ex-Baltimore, qui part à Pittsburgh, le rival de division. Il a formé un duo redoutable avec Roquan Smith en 2023. Il ne faut pas oublier que lors de l'arrivée de Smith, justement, on se disait « Ah, Patrick Quinn, c'est peut-être un peu fini pour lui maintenant ». Ben non, il est devenu une référence au poste d'inside linebacker. 133 plaquages, dont 84 solos la saison dernière. C'est considérable, et c'est une très belle prise pour Pittsburgh qui se classait 19e au sol contre la course la saison passée. Ça, c'est un ajout qui devrait considérablement les aider dans ce secteur et qui devrait énormément soulager TJ Watt aussi, qui va se sentir un peu moins seul dans cette défense. Et on a à l'instant même, une information comme quoi Calvin Ridley signe chez les Titans du Tennessee, finalement. Chez le concurrent de division, pour un mec qui devait rester normalement. Et voilà, c'était un mec qui devait rester normalement, et c'est 4 ans, 92 millions, dont 50 millions garantis pour Calvin Ridley, qui va donc aller jouer chez les Titans du Tennessee. Alors, les Titans du Tennessee, en 1 heure dans ce mercredi, ils viennent de nous signer donc un quarterback et un receveur. Et donc, décidément, ils ont l'air d'être partis pour l'attaque. Et Tony Pollard en plus. Voilà, donc on aura un Mason Rudolph en quarterback, un Tony Pollard en running back et Calvin Ridley en receveur. Voilà. Ça se contourne, hein, ça fait les contours. Ce qui est bien avec ce podcast, c'est que, vous voyez, je surprends mes collègues en leur annonçant des nouvelles en direct. Et comme ça, ils n'ont pas eu le temps de préparer. C'est là que vous voyez le talent. C'est là que ça fait quand même 2 armes de poids pour Will Levis. Pour le jeune homme qui était voilà, de toute façon Tennessee était en fin de cycle, parce que je vais pas dire qu'il était mal entouré, il avait quand même Derrick Henry et DeAndre Hopkins, mais l'équipe étant en fin de cycle, oui, du coup c'est des joueurs, comme tu l'as dit Bertrand tout à l'heure, pour Henry, peut-être que le cœur y était plus de leur côté. Là c'est du sang frais dans l'attaque, un quarterback jeune,
Il faut voir si Ridley, ce sera un bon fit, parce que à Jacksonville, ça a quand même été... Ça n'a pas été ce que ça aurait dû être avec Trevor Lawrence, à mon humble avis. Là aussi, intéressant. Un move intéressant de plus. Il n'y a que des moves intéressants, c'est fini. Oui, voilà, on peut pas, encore une fois, on peut pas tous en parler. Sinon, on va faire un podcast de 8h30 qu'on va être obligé de diviser en 8. Enfin bon, c'est un casse-tête, c'est un truc pas possible. T'as de la programmation jusqu'à mi-mai, hein. D'un autre côté. Mais c'est ce que j'allais dire. Ne vous étonnez pas si on en fait 2 ou 3. Ce serait bien. Ce ne sera pas impossible que dans une semaine ou 2, on fasse un focus sur une franchise qui a beaucoup travaillé autour de cette free agency. Ce serait une chose qui serait pas impossible. Bertrand, est-ce que tu voulais appuyer sur un move dont on n'a pas encore parlé? Oui, alors bien sûr très rapidement, mais comme tu dis, hein, il y a peut-être d'autres choses sur d'autres podcasts qui se feront par la suite où on pourra développer justement beaucoup plus en profondeur pour nos auditeurs, parce qu'en plus je pense qu'eux seront curieux aussi d'avoir encore plus Ah de oui, détails alors sur tiens, tout ça. pendant que tu en parles, si jamais vous, en tant qu'auditeur, il y a des choses dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires du podcast, que ce soit sur Facebook, sur X, sur Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer un message en disant bah, j'aimerais bien que vous parliez de, je sais pas, telle ou telle franchise. On essaiera de les intégrer ou de tel ou tel move, ou etc. Enfin, s'il y a un sujet qui vous plairait qu'on traite, n'hésitez pas, hein, parce que des fois, c'est tempête sous des crânes pour trouver des thèmes qui sont pas redondants et tout. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous, les fidèles auditeurs, vous avez envie qu'on parle d'un sujet, eh ben, vous nous l'envoyez et puis on essaiera au maximum de vous faire plaisir. Au maximum, hein, je n'ai pas dit que bien sûr. vous pouvez tout prendre, hein, mais au maximum, on essaiera de vous faire plaisir. Mon cher Bertrand, vas-y, pardon, je t'écoute. Oui, non, il n'y a pas de souci, c'est normal. Après, en soi, j'ai moi la signature de Baker Mayfield qui était attendue de la part de son receveur pour pouvoir faire ce duo avec Mike Evans que toute la Floride attendait. Donc ça a été confirmé. Je pense que c'est une très bonne chose pour les Buccaneers, pour leur équilibre d'équipe et pour la suite dans une NFC Sud toujours qui sera assez ouverte. Comme Patrick Quinn, c'était assez surprenant, ça c'est sûr. Je vais quand même faire une petite aparté, parce que après sinon on va dire que c'est corporate, mais juste une aparté en disant que l'acquisition de Brian Burns du côté des Giants, je pense que c'est un bon choix, un peu cher. Vous voyez que les auditeurs pourront confirmer qu'on est quand même objectif. Un peu cher, malgré tout. Alors après, ils ont lissé ça sur plusieurs années en évitant que ce soit des montants plus importants en arrivant sur les dernières années, ce qui fait que ça laisse la porte libre dans 3 ans si effectivement ça se passe mal de s'en délester. Mais au-delà de ça, c'est quand même un top star defensive end qui, avec Kevin Thibodeau, pourra faire mal. Et j'ai trouvé d'ailleurs la free agency des New York Giants, enfin bien, Joshen a eu les mains libres, enfin équilibrée, prudente, en essayant justement de renforcer les postes importants au niveau de la ligne offensive. Bon, après, ça va encore être une saison un peu où ça va vivoter. Ils sont allés chercher un top quarterback aussi, donc. Oui, bien sûr, avec Drew Lock, évidemment, on va voir les choses bouger, les chaînes vont bouger énormément, on se doute bien. Sinon, j'ai bien aimé Zach Moss du côté des Bengals, très bonne acquisition parce que avec Jonathan Taylor, il avait quand même, il partageait un peu le ballon et à chaque fois qu'il était sur le terrain, il prenait énormément de yards, donc bien joué les Bengals sur ce coup-là. Une équipe qui a été très... Mais bon, il va mettre 15 semaines à démarrer sa saison, c'est ça qui est embêtant. Oui, c'est ça, ouais. Il va prendre le pli du futur des Bengals. Joe Mixon, il va pas comprendre ce qui lui arrive chez les Texans. Il va devoir démarrer sa saison au week one. Voilà, c'est pas dans mes habitudes. Non, pas du tout. Après, au niveau d'autres choses, mais ça, c'est un peu normal vu, à mon avis, le cap space qu'ils ont et je dirais la volonté d'avenir qu'avait Jerry Jones pour sa franchise, c'est que les Cowboys ont été très, très, très absents, voire inexistants lors de ces free agency, mais à mon avis, ils n'ont pas ils ont pas signé de running back, hein, les Cowboys encore. Non, ils ont qu'un long snapper, Trensic les Cowboys, ils sont en mode freeze là depuis le début de la. Vous le voyez venir bon, tu sais, je dis rien du côté des Saints, on peut pas dire que ça ait bougé beaucoup non plus. Mais vous le voyez venir, Aaron Jones?
Ouais, Aaron Jones, non le gars qui leur a fait la misère pendant les playoffs, tu vois, et qui leur a fait la misère. Non, Aaron Jones, ça avait été chez les Vikings, donc ça m'étonnerait. Ah oui, Aaron Jones est parti chez Vikings, pardon. Oh là là. Non, c'est dommage. Bon, va falloir en trouver un autre. Bah, les gars. Voilà. Là, s'ils peuvent aller voir du côté de chez Swan. J.K. Dobbins, s'il arrive à revenir sur ses jambes à un moment donné, mais bon, à part ça. On a qui en running back encore libre? Attends, j'avais une liste tout à l'heure. J'en avais une. Les Cowboys, il faut voir aussi qu'il y a un cap qui est pas foufou. Hein. Oui, ça c'est clair. Il y a 2,2 millions. Alors, à moins qu'ils restructurent à mort sur certains joueurs, mais pareil, là, du moins, moi, j'ai pas vu passer de news là-dessus. Ça va être compliqué de s'enjailler sur la free agency s'il n'y a rien dans les caisses. Hein. Après, moi, et puis là, en running back, il reste pas énorme. Hein. Même dans la liste que j'ai, là, il y a J.K. Dobbins, mais c'est tout. Après, du côté d'une franchise, on a peu parlé, qui a surtout prolongé des joueurs qui étaient déjà chez eux, mais qui ont perdu certains joueurs aussi. On a quand même les Bills qui, au final, voilà, par Mac Hollins qui est arrivé, qui reste un bon joueur, je crois en provenance des Raiders. Ils avaient des problèmes de cap space aussi. Voilà, et ils ont des problèmes de cap space, mais ce qui veut dire aussi que malheureusement, ça va affaiblir un peu cette équipe avec certaines pertes. Et Gabe Davis est parti. Gabe Davis est parti. Gabe Davis est parti. Leonard Floyd est parti. Ouais, chez les 49ers. Les 49ers. Qui ont d'ailleurs signé, qui ont réadapté le contrat de Kyle Juszczyk, le bon Polonais. Ça aussi, je suis très content. C'est tout récent, là, c'est depuis peu. Oui, c'était mercredi en fin d'après-midi, effectivement. Voilà. Pour Kyle Juszczyk. C'est ça. Après, les Lions ont fait Carlton Davis III un bon move pour pouvoir de nouveau améliorer leur équipe qui performait déjà bien. Voilà, en soi. On a Gardner Johnson aussi qui revient du côté des Eagles. C'est ça. Marrant, ça. Les Chiefs, grâce à la restructuration du contrat de Patrick Mahomes, vont encore pouvoir avoir les mains libres pour pouvoir éventuellement faire quelques petits ajouts d'appoint. Chris Jones, le gros contrat. On attend toujours un gros receveur du côté des Chiefs pour l'instant. À mon avis, ils ont une idée en tête. Oui. Tu vois, Patrick Mahomes, il n'a pas restructuré son contrat dans la nuit de mardi à mercredi en France. Il n'a pas libéré 21 millions de cap space pour qu'ils aillent chercher un mec du fin fond du lycée, quoi. Donc, mon avis, c'est qu'il y a une idée à la tête. Sur les noms qui restent sur la free agency, Marquis Hollywood Brown, Mike Williams, Curtis Samuel. Est-ce qu'ils n'ont pas l'idée de monter un trade pour aller chercher quelqu'un, surtout? C'est pas impossible. Oui, suivez mon regard vers le Minnesota, par exemple. Oui. Impossible. Par exemple. Ce serait un énorme coup. Je dis ça, je dis rien. Je dis juste que, à mon avis, ils ont une idée en tête. Je ne sais pas laquelle, je ne suis pas dans les papiers, mais ils en ont une. Nos amis fans des Chiefs, Hugo et compagnie, vont nous dire que je sais qu'eux savent. Ils sont dans les secrets des dieux, c'est certain. Ils vont nous dire en commentaire quelle est l'idée des Chiefs pour le poste de receveur. Bon, les amis, merci beaucoup pour cette première partie de Free Agency, parce qu'encore une fois, on sera amené à en reparler pendant l'intersaison, c'est obligatoire, vu tous les mouvements qui vont encore se passer. N'oubliez pas de suivre au quotidien et quasi en direct toute l'actualité de la Free Agency sur l'application de TFA et sur le site The Free Agent. Merci beaucoup, Seb, d'avoir été là. Merci à toi, mon Bertrand, aussi, de cette heure passée ensemble. On espère à tous que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le noter sur les plateformes d'écoute. Et on vous dit à très très vite. Passez une bonne fin de semaine. Salut tout le monde. Ciao, bye. Ciao, bye bye.